Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet et vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Steven Nadler, qui est un des plus grands experts mondiaux de Spinoza. Steven Nadler, c'est un universitaire américano-canadien, professeur et directeur de recherche en philosophie à l'université du Wisconsin à Madison. Il est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages à peu près au total, dont le tiers est consacré à Spinoza, mais il a écrit aussi sur d'autres philosophes. C'est un spécialiste de ce qu'on appelle early modern en gros, donc le début de l'ère moderne de la philosophie en Europe. Son dernier livre est une biographie de Descartes par exemple, mais évidemment ce dont on a parlé ensemble c'est principalement de Spinoza. On a évoqué quelques éléments de sa biographie, puisque Steven Nadler a aussi écrit ce qui est sans doute la meilleure biographie de Spinoza. On parle par exemple du bannissement, le Cherem de Spinoza, et de ses raisons. On parle aussi de la place qu'occupe ce penseur dans l'histoire de la philosophie. Également des influences de Spinoza, en particulier de Moïse Maïmonide, qui est quand même moins connu en France que par exemple Descartes. Et enfin, dans la seconde partie de l'interview, on se penche sur quelques sujets spécifiques de la philosophie de Spinoza, qui sont sujets à débat parmi ses lecteurs et lectrices. Est-ce que Spinoza penchait plutôt vers l'athéisme ou le panthéisme par exemple, dans son rapport à Dieu et à la nature? Est-ce qu'en termes d'éthique, Spinoza est un anti-réaliste, comme certains le suggèrent? Est-ce que Spinoza, c'est du développement personnel aussi? Donc voilà, tout un tas de sujets à mes yeux passionnants, j'espère que ça vous plaira aussi. Vous verrez également que Steven Nadler a fait l'effort de faire cette interview en français. Il change 2-3 mots en anglais à la fin, mais c'est vraiment tout. Et c'est un peu moi qui ai insisté parce que je sais que l'audience francophone n'est pas toujours très réceptive à la langue de Shakespeare. À la fin de l'interview, Steven Nadler m'a dit qu'il se trouvait un peu rouillé en français. Moi je trouve qu'il s'en sort quand même plutôt bien, mais il a proposé de refaire l'interview en anglais si nécessaire, donc vous me direz en commentaire si vous voulez une VO. Mais voilà, ça pourra se faire. Moi à titre personnel, je trouve que cette version est pas mal pour une audience francophone. J'espère que vous serez d'accord. Et donc sans plus attendre, voici Steven Nadler. Donc Steven Nadler, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue dans Nouveau Paradigme. Alors évidemment, notre conversation va tourner autour de Spinoza, puisque vous êtes l'auteur, je crois, de 7 livres qui lui sont dédiés. Et c'est sans parler de vos autres ouvrages qui traitent de penseurs du début de l'ère moderne en philosophie. Mais avant qu'on commence à parler de Spinoza plus en détail, j'aurais aimé avoir vraiment une présentation un peu rapide de votre part. C'est quelque chose que je fais généralement, je demande à mes invités de se présenter eux-mêmes. Et peut-être en particulier dire rapidement où vous avez grandi et comment vous en êtes venu à la philosophie. Je pense notamment à votre rencontre un peu fortuite avec Red Watson, qui était professeur de philosophie à l'université Washington de Saint-Louis, qui était un spécialiste de Descartes d'ailleurs. Donc voilà, ma première question pour commencer, ce serait ouais, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu rapidement ces éléments de votre parcours et votre rencontre avec la philosophie? Oui. Premièrement, merci pour l'invitation pour ce podcast. Oui, je suis né à New York City en 58 et j'ai grandi sur Long Island, qui est 20 minutes de la cité. Et je suis allé à Washington University à Saint Louis où j'étudiais la philosophie. Quand j'ai commencé mes études, je n'ai aucune idée sur quoi je voudrais concentrer. Mais après mon première classe de philosophie, j'ai réalisé que c'est exactement ce que je voudrais suivre dans mes études et dans ma vie. Après Washington University, que j'ai fini à 1980, je suis allé à Columbia University pour mon PhD en philosophie. Et j'ai écrit une dissertation sur Antoine Arnauld, qui peut-être sera familier à votre auditeur. Et après cela, j'ai travaillé pour la plupart sur Descartes, le cartésianisme du XVIIe siècle et des autres philosophes de cette période. Mais après 7 ou 10 ans, j'ai commencé à s'intéresser à Spinoza pour des raisons personnelles. Je suis juif et je voudrais étudier et travailler sur quelque chose un peu plus près de mon héritage familial, mais en continuant sur la philosophie du XVIIe siècle. Donc, quand on commence avec Spinoza, c'est difficile à finir. Il est très facile d'être obsédé
avec Spinoza. Et chaque fois que je lis Spinoza, je trouve des choses que sont pas familières, plus difficiles. Et donc, la plupart de mon travail sur Spinoza, c'est des essais de résoudre ces problèmes pour moi, à comprendre ça ou cet problème dans ses écrits. Très bien. Oui, donc effectivement, on va parler beaucoup de Spinoza, mais comme vous l'avez mentionné, vous n'êtes pas uniquement un connaisseur de Spinoza, mais plus largement d'un certain nombre de penseurs rationalistes. Et peut-être d'ailleurs ça explique que vous parliez notre langue, mais effectivement vous avez écrit sur des philosophes, donc vous venez de le mentionner, comme Antoine Arnauld, qui n'est pas si connu que ça en France, hein. Étonnamment, c'est une référence qui est un petit peu obscure. Vous avez écrit aussi sur Malebranche, qui est plus connu, et évidemment sur Descartes, qui est la figure de proue du rationalisme. Cela dit, et c'est un peu ce que vous évoquiez là, je pense pas me tromper en disant que Spinoza occupe une place importante et peut-être un peu à part dans la philosophie qui se développe à cette période, donc en Europe au XVIIe siècle. Mais en tout cas, d'ailleurs moi je partage ce constat, à mes yeux il a une place particulière parce que je pense qu'il emmène la philosophie cartésienne plus loin encore, qui lui fait explorer de nouvelles voies. Donc voilà, peut-être pour commencer maintenant à parler vraiment de Spinoza, et par une question un peu large et d'ordre personnel, j'aurais aimé savoir pourquoi lui vous avez un petit peu évoqué le sujet, le fait que vous ayez un héritage juif qui vous a rapproché aussi de Spinoza, qui lui aussi a un héritage juif. Donc voilà, j'aurais aimé connaître plus en détail la place que Spinoza occupe à vos yeux, à la fois dans la période qui était la sienne et peut-être même plus largement dans l'histoire de la philosophie. Oui, c'est une bonne question parce que la position de Spinoza dans le XVIIe siècle, dans l'histoire de la philosophie et aussi dans l'histoire du judaïsme est très complexe. Nous voudrons trouver les causes de Spinoza. Qu'est-ce qui explique Spinoza? Est-ce que c'est Descartes, le cartésianisme? Est-ce que c'est le stoïcisme? Est-ce que c'est la philosophie juive médiévale? Hobbes, le républicanisme néerlandais du XVIIe siècle? Il y a si beaucoup des influences. Et pour moi, la vraie explication de Spinoza, ce n'est pas un seul influence, mais c'est la ville d'Amsterdam. Parce que la ville d'Amsterdam est une ville le plus cosmopolitaine de l'époque. Et on peut trouver en Amsterdam des livres, des idées, des tendances politiques qu'on ne peut pas trouver d'ailleurs. Donc, c'est vrai que Spinoza a commencé avec une sorte de cartésianisme parce que son premier livre, c'est son explication les principes de philosophie de Descartes. Et son réputation dans cette période, réputation, c'est le mot? Dans cette période, c'est comme un cartésianisme qui cause beaucoup de peine chez les vrais cartésiens parce qu'il est très radical. Mais je ne crois pas qu'il... oui, c'est vrai qu'il a poussé le cartésianisme à son conclusion finale avec le concept de substance. Et cette idée, cette notion qu'il n'y a qu'une substance, c'est-à-dire Dieu ou la nature. Mais je crois que la plupart de la cartésianisme de Spinoza, c'est une sorte d'influence négative. Il veut quitter quelques thèses de cartésianisme, par exemple la volonté libre. Bien sûr, le libre arbitre. Et aussi l'idée de Descartes qu'on peut contrôler les émotions simplement par la volonté. Et même si le vocabulaire de Spinoza
et les concepts fondamentaux sont cartésiens, comme substance, attribut, mode et des autres choses. On peut trouver chez Spinoza pas exactement une radicalisation du cartésianisme, mais un départ du cartésianisme sur quelque chose complètement nouveau, complètement original. Et c'est pourquoi, c'est pour cette raison, on ne peut pas dire que Spinoza est cartésien, mais aussi on ne peut pas dire qu'il est stoïque ou qu'il est philosophe juif, maïmonidien et d'autres choses. On peut trouver chez Spinoza un mélange de si beaucoup d'influences et ça c'est son originalité, son confluence qu'il peut mélanger et pousser avec si beaucoup de courage, si beaucoup de boldness. Avec une certaine audace, on va dire. Oui. Ok, très bien. Est-ce que mon français est assez bien parce que oui, bien sûr. Okay. Il n'y a pas de problème, vraiment. Non, vraiment, c'est très bien. Alors, vous avez évoqué déjà quelques références. On va y revenir parce que j'ai quelques questions là-dessus à vous poser un peu plus tard. Mais avant ça, je voulais aussi qu'on parle un petit peu de la vie de Spinoza, de quelques éléments. On va pas retracer toute sa vie parce que ce serait trop long. Et d'ailleurs, j'invite les auditeurs et auditrices qui sont intéressés par la vie de Spinoza à se pencher sur la biographie que vous avez écrite de Spinoza. La seconde édition est parue en 2018, je crois, sous le titre de Spinoza, une vie, en français. Mais donc cela dit, sans rentrer trop dans le détail, j'aurais quand même aimé qu'on mentionne quelques éléments de la vie de Spinoza, à commencer par un acte fondateur qui est ce qu'on appelle le Kherem de Spinoza, donc son bannissement de la communauté juive d'Amsterdam, qui est prononcé en 1656. Donc à l'époque, Spinoza était jeune, pour les auditeurs et auditrices, il avait même pas encore 24 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet événement qui s'apparente à une excommunication très violente de Spinoza, et aussi nous parler un petit peu des jeunes années de Spinoza et de ce qui a conduit, d'après vous, à ce Kherem, même si on ne sait pas précisément quelles en sont les causes exactes? Oui, c'est la grande question de la vie de Spinoza. Quelles sont les causes de la Kherem? Et je voudrais aussi éviter le mot excommunication parce que c'est un mot chrétien. Et le Kherem n'est pas un acte liturgique seulement, mais c'est un acte d'ostracisme, exclusion sociale, économique, personnelle. Et donc, je préfère dire Kherem ou ban ou ostracisme, c'est le mot en français? Bannissement, tout ça, oui. Bannissement, oui. Nous savons pas beaucoup de la jeunesse de Spinoza parce que quand ses amis ont mis ensemble et publié, édité ses écrits, ils ont détruit toutes les choses, toutes les lettres qui n'ont pas d'intérêt seulement philosophique. Donc, nous savons très peu de choses de la jeunesse de Spinoza, de son éducation. Nous savons un peu plus de ses années comme un marchand, parce que nous avons des documents notariels et des autres choses sur l'équipe Spinoza d'import, d'export. Mais le premier document qui nous informe sur un grand événement de Spinoza, c'est le document de Kherem. Et c'est, comme tu as dit, c'est le plus violent Kherem de l'époque. Nous lisons de son bannissement avec si beaucoup de curses, malédictions. C'est très long, beaucoup plus long des autres Kherem de la période. Nous savons de presque 72 Kherem de cette communauté.
mais aucun autre Cherem s'approche de le Cherem de Spinoza. Le problème est que le document de Cherem ne dit que ses opinions mal et ses actes mal, mais ne dit rien quels sont ses actes et ses opinions. Donc, il y a un grand mystère sur le Cherem de Spinoza. Quelles sont les raisons, quelles sont les causes de son bannissement? Une scolaire néerlandaise, Odette Vlessing, nous dit que c'est pour les problèmes, les offenses, financières, qu'il a essayé d'éviter ses dettes, les dettes qu'il a héritées de son père. Et il a employé des moyens pour éviter ces dettes qui, selon la loi néerlandaise, c'est parfaitement kosher. Mais dans la communauté juive, c'est très problématique parce que il apporte des problèmes de fierté, de trust, dans le... est-ce que c'est le mot fierté, trust? Non, la confiance plutôt. Confiance dans les affaires. Et donc, selon Vlessing, la communauté a mis un Cherem sur Spinoza pour ses actes des affaires, pour éviter ses dettes et ses obligations. Mais à mon avis, ça ne suffit pas, parce que le document de Cherem dit hérésies, hérégies. Des hérésies, oui. Oui, des hérésies, des opinions. Donc, à mon avis, le problème est que Spinoza, il n'a pas écrit rien à cette époque de sa vie, pas encore. Mais nous croyons qu'il disait viva voce des opinions sur Dieu, sur l'âme, sur le Torah, sur la loi juive, il nie par exemple qu'il y a vraiment un Dieu providentiel. Il nie que l'âme survit la mort du corps. C'est-à-dire, il nie l'immortalité de l'âme. Il nie que les cérémonies et les lois du judaïsme sont encore valides. Ils ne sont que des superstitions, des cérémonies vides et des choses comme ça. Donc, pour moi, le bannissement de Spinoza, c'est pour ses idées. Et donc, à la fin, il n'y a pas de mystère, parce que pour quelqu'un qui lit les œuvres de Spinoza, l'éthique, le traité théologico-politique, il n'y a pas de question quelles sont ses idées. Et nous savons aussi que dans 1658, c'est-à-dire 2 ans après le Cherem, il a commencé à écrire ses idées dans son premier traité, le traité sur l'éménation de l'intellect. Et donc, c'est pas très long après le Cherem, et il a commencé à articuler ses idées philosophiques sur Dieu, sur la loi, sur la Bible et des autres choses. Ok, intéressant. Et alors, je crois que c'était il y a environ une dizaine d'années, vous aviez été consulté avec 2-3 autres experts dans l'optique de potentiellement lever le Cherem contre Spinoza. Et à l'issue de ces délibérations, il avait été décidé par le groupe de ne pas lever le bannissement de Spinoza. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu pourquoi le groupe qui s'est réuni s'était orienté sur cette décision? Il y a 4 personnes sur ce comité. Ok. 3 personnes, moi, Jonathan Israel et Joseph Kaplan, sont juifs. La 4e personne, Pete Steenbacher, n'est pas juif. Donc, les 3 juifs sur ce comité ont dit
on ne doit pas lever le cherem. Hmm. Ce n'est pas une bonne idée, pour quelques raisons. Premièrement, un cherem ne peut pas être levé sauf que par la communauté qui a donné le cherem. Hmm. Donc, seulement la communauté juive d'Amsterdam peut lever le cherem. Mais maintenant, nous ne savons pas exactement quelles sont les raisons pour le cherem. Mais les rabbins du XVIIe siècle, ils savaient bien quelles sont les raisons. Donc, dans notre ignorance, ce serait un acte de hubris, un acte de prétention d'hubris. Oui, pour nier l'acte des rabbins du XVIIe siècle. Deuxièmement, un acte de cherem a son validité seulement pour une personne qui vit. C'est un acte d'exclusion, de bannissement d'une personne dans son vie. Mais Spinoza, il est mort maintenant. Donc, pour quelle raison doit-on lever le cherem? Des raisons de relations publiques, des rapports publics? Non. Troisièmement, Spinoza lui-même dirait « Faites ce que vous voudrez faire. Ça m'est égal. I don't care. » Donc, pour quelle raison est-ce que nous voulons lever le cherem? Pas pour Spinoza lui-même, pas pour le judaïsme, parce que le judaïsme a survécu très bien avec ou sans Spinoza. Mais Pete Steinbachers, le quatrième membre du comité, a dit oui, il y a des raisons pour ne pas lever le cherem, mais pour des raisons des rapports publics, pour le public relations. La relation publique. Oui, ça serait une bonne idée. Et enfin, le rabbin contemporain de communauté a décidé de ne pas lever le cherem. Et il a dit, avec bonne raison, qui suis-je pour override? Pour outrepasser. Pour outrepasser mes collègues du XVIIe siècle. Ils savaient très bien pourquoi ils ont mis le cherem sur Spinoza. Et aussi, Spinoza lui-même savait les règles du jeu. Et il a accepté le cherem. Donc, il n'y a pas de bonne raison pour lever le cherem. Now, je dois dire, je suis opposé absolument à punir personne pour ses idées. Je n'approuve pas des cherem. C'est pas bon pour le judaïsme, c'est pas bon pour la liberté des idées. Mais je crois que dans cette instance, le cherem était justifié. Mais c'est intéressant. Bon. Justifié, mais pas bon. C'est intéressant, ça m'a surpris quand j'ai appris ça, mais en fait, je trouve que vous avez de bonnes raisons et de bons arguments. Mais c'est vrai que ma première réaction était de me dire, mais pourquoi ne pas lever, en fait? Mais je pense que vous avez raison. Je pense que Spinoza... Ça serait très facile à lever. Bien sûr. Pas de conséquences. Mais Spinoza s'en ficherait, et puis oui. Au final, je pense que là, vous êtes arrivé à la bonne conclusion. Alors, à part la biographie de Spinoza que vous avez écrite, il y en a une autre qui est connue, qui est en fait une double biographie qui a été écrite par Jean Colérus, qui n'était pas un fan de Spinoza, hein, je pense qu'on peut le dire, et au contraire donc la deuxième partie de cette biographie a été écrite par Lucas, qui lui au contraire était un admirateur. Et je crois que vous n'êtes pas totalement convaincu par cette double biographie, mais je ne sais pas exactement pourquoi. J'aurais bien aimé avoir la raison qui explique que vous êtes un peu sceptique, un peu dubitatif sur la biographie de Colérus et Lucas. Lucas est... premièrement, nous ne savons pas exactement si Lucas est vraiment l'auteur de cette biographie, mais c'est probable.
Il est trop admirateur de Spinoza et aussi il a il travaille pour une cause politique, une cause. Il est trop intéressé et il veut créer une mythologie autour de Spinoza. Kolerus est dans l'autre côté. Il déteste Spinoza. Et donc, son biographie est pleine des faussetés. Il veut créer un Spinoza monstre, comme Bayle. Et beaucoup de Kolerus est pris de la biographie de Pierre Bayle, qui, même si Bayle admire la vie de Spinoza, il dit qu'il est vertueux, même s'il est athée. Bayle trouve Spinoza comme un monstre. Et Kolerus prend beaucoup de ces informations, ses renseignements et son détail de Bayle. Mais aussi, Kolerus vivait dans la même maison que dans laquelle Spinoza vivait. Et donc, il a parlé avec le landlord, le propriétaire. Le propriétaire de cette maison. Et il a appris quelques détails de la vie de Spinoza dans ses dernières années. Et donc, pour cette raison, Kolerus est aussi notre seule source pour ces détails. Mais on doit prendre ces deux biographies avec un grain of salt. Oui, bien sûr. Disons avec un petit peu de scepticisme. Oui. Très bien. Très bien. Alors, un peu plus tôt, vous avez mentionné les influences de Spinoza. Vous avez parlé évidemment, on a parlé déjà un petit peu de Descartes, on a parlé de stoïcisme, et j'aurais aimé qu'on en parle un petit peu plus, mais pas trop de celles-ci, justement, parce que celles-là, elles sont assez évidentes, elles sont visibles, elles sont nommées d'ailleurs dans l'éthique. Spinoza fait référence directe aux stoïciens, il fait référence directe à Descartes, il le critique un petit peu même par moment. Et j'aurais aimé qu'on parle peut-être de filiations qui sont relativement claires, mais qui sont moins directes. Notamment, alors celle-là, elle est quand même assez évidente, mais il y a un lien clair, je trouve, entre Spinoza et le démonisme aristotélicien, eudaimonia. Donc j'aurais aimé qu'on parle un petit peu de ça. Et puis une autre influence qui est moins connue en France, et vous l'avez mentionné un petit peu plus tôt, j'aurais aimé que vous nous donniez plus d'éléments là-dessus, c'est Moïse Maïmonide, qui était un rationaliste juif du XIIe siècle. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces deux éléments-là, un petit peu peut-être d'Aristote et des liens qu'on peut faire, mais surtout, j'aurais aimé qu'on évoque vraiment un petit peu en détail Maïmonide, parce que c'est vraiment quelqu'un qu'on connaît assez mal en France. Oui. En fait, l'influence d'Aristote, c'est difficile à distinguer cette influence de l'influence de Maïmonide. Parce que beaucoup d'aristotélianisme, si on trouve de l'Aristote dans Spinoza, c'est parce qu'il a lu des aristotéliens médiévaux, comme Maïmonide, Gersonide, un autre philosophe juif. Le eudaimonisme, cette idée que la vie éthique, c'est une vie qui est suivie pour la béatitude, happiness. Oui, la béatitude, c'est la béatitude. Il y a chez Spinoza un égoïsme dans sa philosophie morale. Tout individu est motivé par cette conatus, cet désir ou cette penche pour persévérance. Et donc, chaque chose qu'une personne fait, il ou elle fait pour son persévérance, pour survivre, pour son pouvoir. Et
la vie morale est la vie dans laquelle on cherche la béatitude, notre propre béatitude, même si notre propre béatitude, même s'il est nécessaire qu'on contribue à la béatitude des autres. Donc, il y a un peu d'altruisme chez Spinoza, mais c'est motivé par l'égoïsme. Donc, le eudaimonisme chez Spinoza, c'est un peu comme le eudaimonisme ancien chez Aristote, par exemple. Mais cette idée que la béatitude est le fin d'une vie propre, une vie morale, et que la vertu est le moyen à la béatitude. Et aussi que la vertu consiste dans la vie intellectuelle. Ces idées, à mon avis, viennent de Maïmonide et par Maïmonide d'Aristote. Mais il y a complexité chez Aristote parce qu'il est un peu équivoque. Équivoque. Si la meilleure vie est la vie intellectuelle ou la vie pratique, la vie morale. Nous trouvons chez Maïmonide que la vie pratique et morale n'est que préliminaire à la vie intellectuelle, la meilleure vie. The best life. Je changeais en anglais pour un moment. Bien sûr, bien sûr. The best life is the contemplative life, la vie contemplative. D'accord. La meilleure vie est la vie contemplative. Oui. Et si on néglige, si on néglige Maïmonide, il est très difficile à comprendre et expliquer la 4e et 5e partie de l'éthique. Parce que ce que Spinoza dit de la vertu, des rapports entre vertu et de l'intellect, les rapports entre vertu, intellect et la béatitude, viennent directement, à mon avis, de le rationalisme médiéval juif. Et c'est plus tôt, nous avons discuté si Spinoza a pris Descartes à la fin logique. Mais à mon avis, c'est Maïmonide et le rationalisme juif que Spinoza prend à la fin radicale. Et il prend le Dieu de Maïmonide. Maïmonide est très opposé à l'anthropomorphisme de Dieu. Il déteste les philosophes qui prennent Dieu comme une sorte de personne, comme un agent providentiel qui a des croyances, les émotions, les jugements. Pour Maïmonide, il ne dit pas que le Dieu est la nature, mais le Dieu de Maïmonide est un Dieu très impersonnel, comme une sorte de force de la nature, une force de la cosmos. Et donc, je pense que Spinoza a trouvé le Dieu de Maïmonide très amical, très familier, très familier, parce que c'est un moyen d'éliminer cette superstition autour de Dieu. Et nous savons par Spinoza que la superstition est à la base d'une vie d'esclavage. Parce que par les superstitions, comme les passions de l'espoir et de la peur, nous mettons au pied des ecclésiastiques et comme ça. Donc, le Dieu de Maïmonide est, à mon avis, c'est une source de la Dieu de Spinoza. Et le rapport et la vie éthique de Maïmonide est aussi
une source importante pour la philosophie morale de Spinoza. Et si on ignore Maïmonide, c'est impossible à comprendre ces propositions difficiles de la 5e partie de l'éthique, les propositions autour de l'éternité de l'esprit. Parce que on est tenté de lire ces propositions chez Spinoza comme une sorte d'immortalité personnelle. Mais c'est exactement cette immortalité personnelle que Spinoza veut nier. Il n'y a pas d'immortalité personnelle, il n'y a pas d'autre monde, parce que c'est une superstition pernicieuse. Si on croit dans une autre vie, dans une âme immortelle, nous passons cette vie dans l'espoir et de la peur, c'est-à-dire dans un état d'esclavage. Et pour moi, le but de la 5e partie de l'éthique de Spinoza est d'éliminer cette croyance superstitieuse dans l'immortalité de l'âme. Et c'est quelque chose que je trouve aussi chez Maïmonide. Et son explication de l'intellect et l'importance de la connaissance pour la vie de béatitude. Très bien, très intéressant. Ouais, c'est une figure qui est assez méconnue en France. Enfin, bon, les experts connaissent bien sûr, mais disons que le grand public n'est pas familier du tout de Maïmonide, donc ça me semblait important de clarifier ces liens-là. Ni ici, mais je crois que pour cette raison, on doit voir Spinoza comme une partie de l'histoire de la philosophie juive. Même s'il a abandonné le judaïsme, même si le judaïsme a abandonné Spinoza, il est dans une sorte de discours, une sorte de colloque avec ces philosophes juifs. Même si, aussi les philosophes stoïques, les philosophes cartésiens, les philosophes républicains. Mais sans ce dialogue avec la philosophie juive médiévale, on ne peut pas comprendre l'éthique ou même le traité théologico-politique. Et donc, pour cette raison, il est lui-même un philosophe juif, même s'il n'est pas juif. Ok. Très bien. Alors, justement, on a commencé un petit peu à mentionner certains aspects de la pensée de Spinoza, notamment là, vous avez parlé de la conception du Dieu chez Spinoza. Et pour cette seconde partie de l'interview, je voulais qu'on se penche sur quelques sujets de débat, parce qu'il y a quand même, comme la pensée de Spinoza est très riche et complexe, il y a quelques points qui font, moi j'ai remarqué, débat chez les lecteurs de Spinoza, encore aujourd'hui. Oh, cool. Et parmi ces débats, il y a justement la question du divin. Vous avez mentionné la fameuse formule Deus sive natura, donc Dieu ou la nature, qui est une formule qui apparaît dans l'éthique, notamment dans la préface de la 4e partie de l'éthique. Et donc cette équivalence que Spinoza fait entre Dieu et la nature, donc déjà elle montre ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'elle montre la volonté de Spinoza de faire de Dieu quelque chose de pas du tout anthropomorphe. Mais par ailleurs, elle a occasionné un certain nombre de débats parce que certains lecteurs de Spinoza voient dans cette déclaration quelque chose d'un petit peu panthéiste, là où d'autres vont en fait voir en Spinoza une sorte de proto-athée, une sorte d'athée de la première heure. Et donc j'aurais aimé avoir un peu votre opinion sur cette question-là, voilà, le rapport entre Dieu, nature, à quel point on peut lire ou pas du panthéisme chez Spinoza par rapport à ça. Je dois dire que mon avis sur ces questions est dans la minorité. Mais je lis Spinoza comme un athée. Athéiste ou athée? Athée. Athée. Et pour cette raison, nous sommes tous d'accord que Spinoza n'est pas un théiste traditionnel, parce qu'il n'y a pas de Dieu transcendant, un Dieu providentiel. Donc, nous pouvons exclure l'idée que Spinoza est un théiste, exclure Spinoza comme théiste traditionnel. Donc, il y a deux possibilités.
panthéiste ou athée. Mm. Le panthéiste et l'athée sont d'accord qu'il n'y a que la nature. Il n'y a pas de Dieu transcendant, il n'y a pas de surnaturel. Au-delà, le cosmos. Au-delà, beyond, au-delà. Mhm. OK, au-delà, la nature. Donc, sur le plan métaphysique, le plan ontologique, le panthéiste et l'athée sont d'accord. Mhm. Il n'y a qu'à la nature. Donc, quelle est la différence entre le panthéiste ou panthée? Panthéiste. Panthéiste. Et le français est illogique. Oui. Donc, quelle est la différence entre le panthéiste et l'athée? La différence doit être dans la psychologie. Mm. Quelles sont les croyances? Quelle est l'attitude qu'on doit prendre vers la nature? Et pour le panthéiste, l'attitude propre doit être une sorte de révérence, une sorte de awe. Mm. C'est mon français, awe? Non. Non. Mais révérence, ça fonctionne. C'est Révérence, worship, une vénération. Worship, ce serait vénération, vénération. oui. C'est-à-dire une attitude religieuse. Mm. Parce que pour le panthéiste, la nature est divine. Mhm. Et donc, on doit le regarder avec une attitude qui est propre à la divine. Pour l'athée, ce n'est pas que la nature est divine, c'est l'autre chose, que le divine n'est que la nature. Il n'y a que la nature. Et donc, on ne doit pas prendre une attitude de révérence vers la nature, mais l'attitude propre est de compréhension, l'intelligence, de science. Et l'athée, je regarde Spinoza comme un athée parce que il moque les gens qui regardent la nature avec la révérence. Il dit explicitement que cette sorte de personne est une sorte de fou. C'est une sorte de folie de regarder la nature avec révérence, avec worship, avec awe. Mais on doit comprendre la nature. Et comment comprendre la nature? C'est par le moyen du science, de l'intelligence. Donc, c'est pour cette raison que je regarde le Spinoza comme un athée. Now, je dois confesser que le mot athée est très ambigu. Dans le XVIIe siècle, une personne est un athée si cette personne a des croyances sur le Dieu qui ne sont pas orthodoxes. Donc, pour les catholiques, les protestants sont athées. Pour les juifs orthodoxes, les Karaites sont athées. So, tout le monde est athée s'ils ne partagent pas notre propre croyance. Et dans le XVIIe siècle, le mot athée fonctionne comme le mot spinoziste. On emploie ce mot pour une personne avec qui on n'est pas d'accord, qui a des croyances différentes. Même pour le mot communiste ou socialiste dans les États-Unis dans le XXe siècle, et même dans le 7e siècle. Mais je crois que c'est vraiment le mot athée dans son propre meaning, dans son sens propre premier. sens, son sens contemporain. Je crois que Spinoza est vraiment athée. Il croit qu'il n'y a que la nature et il n'y a rien de la nature qui est divine, sauf que c'est la cause éternelle et infinie de toutes choses. Et je ne vois pas aucune divinité. I don't see anything here
qui peut qualifier Mhm. comme théistique, même Mm. panthéistique. Ok. La mentalité de Spinoza est très loin de la mentalité panthéistique. Mm. Très bien. Très bien, mais merci pour cette réponse. Alors un autre débat qui a lieu entre lecteurs de Spinoza, parce que les lecteurs de Spinoza aiment bien se chamailler un peu, c'est la question de son rapport au bien et au mal. Donc là, on est vraiment dans le contexte de la philosophie morale, de l'éthique. Oui. Et certains font de Spinoza un anti-réaliste, parce qu'il dit que la notion de bien et de mal, et ça aussi c'est dans la préface de la quatrième partie de l'éthique, mais donc Spinoza, il explique que le bien et le mal, quant à eux, donc là je cite, hein, quant à eux n'indiquent pas non plus quoi que ce soit de positif dans les choses, du moins considérées en elles-mêmes, ils ne sont autre chose que des modes de pensée ou des notions que nous formons du fait que nous comparons les choses entre elles. Et donc cette citation, cet extrait de l'éthique, de la préface de la quatrième partie, ça amène certains lecteurs à voir Spinoza comme un penseur de l'antiréalisme, du relativisme, etc. Et moi, à titre personnel, je suis pas convaincu. Je pense que c'est plus compliqué que ça, mais j'aurais aimé avoir votre avis sur cette question-là, voilà, du rapport de Spinoza au bien et au mal. Pour moi, c'est un débat très intéressant. Parce qu'il y a des choses que Spinoza dit qui semblent antiréalistes. Mais si on lit sérieusement la quatrième partie et même la cinquième partie de l'éthique, on voit une distinction entre la connaissance de le bon et le mal et la vraie connaissance de le bon et le mal. Et la différence est que un moment, je dois commencer avec le conatus, parce que, comme j'ai dit plus tôt, chaque individuel est un conatus, un effort ou striving. Quel est le mot en français? Un effort, un effort. Un effort pour survivre et persévérer. Et nous chassons des choses que nous croyons sont bons pour nous. Et nous évitons des autres choses que nous croyons sont mal pour nous, qui tendent à détruire notre force. Et si nous poursuivre des choses sur la base, on the basis of, Sur la base, ouais. sur la base des croyances inadéquates, des croyances, des passions, des croyances de l'imagination, des croyances sensibles, nous marchons sur des pas unreliable. Auquel on ne peut pas faire confiance. Ouais. Donc, il y a des choses qui sont vraiment dans notre propre intérêt, qui sont vraiment bons pour nous. Et ces choses qui sont vraiment pour nous sont les choses que nous devons poursuivre. Et si nous marchons selon l'intellect, si nous suivons les règles de la raison, de l'intellect, des idées adéquates, nous poursuivons des choses qui sont vraiment bonnes pour nous. Et nous évitons des choses qui sont vraiment mal pour nous, méchantes pour nous. Mauvaise, oui. Mauvaise. Et donc, il semble que Spinoza, il a vraiment dans la nature des choses, il y a vraiment des distinctions entre des choses qui sont bonnes pour nous et des choses qui sont mauvaises pour nous. Mais au même temps, nulle chose est bon ou mauvais dans lui-même. C'est complètement relatif. Donc, arsenic, l'arsenic, oui, le poison. L'arsenic, le poison, pris tout seul, il n'est ni bon ni mauvais. Mais pour nous, c'est vraiment mauvais. Donc, nous devons distinguer entre l'idée que nulle chose dans la nature n'est ni bon ni mauvais pris toute seule,
Spinoza accepte cela. Mhm. Mais l'autre chose est, nulle chose dans la nature n'est ni vraiment bon ni mauvais pour nous. Et c'est cette chose que Spinoza niait. Mm. Donc, je crois qu'il est réaliste, mais relativiste, Mhm. pas subjectiviste de la bon et mal. Mm. Très bien, très bien. Oui, effectivement, c'est dans le rapport, c'est-à-dire que rien n'est bon ou mauvais dans l'absolu. C'est aussi comme ça que je lis Spinoza. Oui, Mais dans le rapport rien des n'est choses bon les unes ni aux autres, mal intrinsèquement, intrinsèquement, c'est ça, mais absolument. relativement. Mm. Très bien, très bien. Alors, on approche de la fin de l'interview. J'avais encore une ou deux questions à vous poser. On a évoqué la filiation un peu plus tôt entre Aristote et Spinoza. Sur le plan de la philosophie morale, ce sont deux penseurs qu'on rattache au courant eudémoniste, donc eudaimonia. Et un reproche qui est fait à l'eudémonisme par certains, c'est que finalement ce serait un petit peu trop individualiste. D'ailleurs, vous l'avez dit, hein, qu'il y avait une forme d'égoïsme dans l'éthique spinozienne. Euh, et du coup, certains observateurs reprochent au courant eudémoniste un côté un petit peu mercantile, un petit peu personal development, développement personnel. Oui. Euh, c'est un côté lifestyle, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais aimé un peu avoir votre avis là-dessus, parce que ça, c'est des débats que j'ai parfois avec des gens qui aiment bien me taquiner un peu sur Spinoza. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que Spinoza, finalement, c'est du développement personnel? Oui et non. C'est vrai que le développement personnel est un thème majeur de son philosophie morale. Mm. Parce que l'éthique, la thèse de l'éthique est comment vivre la meilleure vie possible pour une humaine. Mm. Quelle est la meilleure vie pour une humaine? C'est la même question que nous avons vue chez Socrate, par exemple. Quelle est la meilleure vie? Et Spinoza veut nous donner les leçons sur les pas vers cette meilleure vie. Pas de question. Mais en même temps, Spinoza est aussi un penseur social et politique. Et il connaît que on ne peut pas achever cette meilleure vie sans des rapports bénéficiels avec des autres personnes. Bénéfiques. Donc, un individu qui vit selon les règles de la raison, les dictats de raison, il sait qu'il doit travailler pour les bons des autres, qu'il doit travailler pour l'amélioration des vies des autres. Donc, il y a une socialité au cours de la vie, de le développement personnel. Donc, à l'un côté, je crois que c'est vrai, Spinoza est l'éthique est une sorte de self-help book. Mais en même temps, cette self-help, il est absolument nécessaire qu'une personne qui poursuit la vie spinoziste, la meilleure vie, qu'il vit dans les bons rapports avec les autres. Et il connaît aussi qu'il est impossible d'achever cette meilleure vie sans l'aide des autres. You cannot do it alone. On ne peut pas le faire tout seul. Et Spinoza dit que la vie de l'homme libre, il a une meilleure vie dans l'état que tout seul. Tout à fait. Très bien. Et du coup, le dernier point que je voulais aborder avec vous, et c'est un point qui est un petit peu connexe, c'est la question de l'élitisme. Parce que Spinoza, dans une certaine mesure, est un philosophe élitiste. Et dans le contexte d'aujourd'hui, notamment dans le contexte politique,
c'est un peu un gros mot, c'est un peu, c'est pas joli d'être élitiste, c'est une mauvaise Oui. chose. Et effectivement, quand on lit par exemple la fin de l'Éthique, c'est quelque chose d'assez clair. Dans la conclusion de Spinoza, il nous parle de la différence entre le sage et l'ignorant. Il nous dit combien le sage a plus de valeur et de puissance qu'un ignorant, qui, de son côté, lui, agit par ses désirs lubriques. Et donc, j'aurais aimé avoir un peu votre analyse sur ce point. Comment est-ce que vous voyez cette distinction que Spinoza fait entre le sage et l'ignorant? Et est-ce que Spinoza est un penseur élitiste? Je n'ai pas de problème avec l'élitisme de Spinoza, parce que je n'ai pas de problème avec l'élitisme politique. Mais pour expliquer, si la vie optimale est ouverte à tous, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, comme tu as dit, si Spinoza est une sorte de... la philosophie de Spinoza, c'est une sorte de développement personnel. Si ce développement est ouvert à tous, et si chaque personne a les moyens pour se développer et achever cette condition de béatitude, ce n'est pas vraiment un élitisme a priori. Mais dans ces jours difficiles maintenant, quand on voit que le droit politique a gagné si beaucoup de support, de soutenance, Soutien. de l'ignorance, je dois confesser que je préfère que nos présidentes, nos premières sont des philosophes, sont des personnes qui comprennent la justice, l'égalité, les principes de la philosophie politique, au lieu de quelqu'un comme Donald Trump, qui ne croit que dans son propre richesse. But I digress here. Je dois répondre à ton question. Oui, il y a un élitisme chez Spinoza, mais ce n'est pas un élitisme vicieux. C'est un élitisme d'optimisme, même s'il est très difficile à achever cette vie. C'est un élitisme qui veut nous encourager de vivre mieux, de vivre sous l'intellect, de pas éliminer les passions, mais de les contrôler et de faire des choix politiques, des choix sociaux, des choix personnels avec l'intelligence et pas sous l'influence de l'imagination ou des inclinations irrationnelles. And let me respond in English. I think that to the extent that Spinoza's elitism is a condemnation of superstition, of a life where people pursue the things they do simply because it makes them feel good. And to the extent that people make the political and social choices that they do on the basis of irrational preferences without really understanding what's in their own best interest. If Spinoza's project is to bring us to a more intelligent plane, a more informed and educated political and social life, I'm all in favor of it. Yeah, so am I. That's a great conclusion. Yeah. I will switch back to French now, but yeah, Okay. all things excellent are as difficult as they're rare. Tout ce qui est beau est aussi difficile que rare. C'est comme ça que ça se termine en français. Je suis assez d'accord sur la notion d'optimisme. Je pense qu'il y a un optimisme chez Spinoza qui est un peu contagieux et qui en plus est, même si on peut voir un côté élitiste, est en fait dans l'intérêt de tous finalement.
Donc voilà, en tout cas, on arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup encore une fois, Steven Nadler, pour cet échange passionnant. Je redirige une nouvelle fois les auditeurs et auditrices vers vos ouvrages. Votre dernier livre, si je ne me trompe pas, n'est pas sur Spinoza, il est sur Descartes. Il n'est pas encore traduit en français, d'ailleurs, à ma connaissance. C'est une biographie de Descartes. Mais évidemment, vous avez beaucoup écrit sur Spinoza, et pas que. En 2022, vous avez aussi écrit une biographie du peintre néerlandais Frans Hals, qui est connu notamment pour un portrait de Descartes. Donc voilà, je mettrai en description sur YouTube des liens vers tout ça, et je vous remercie encore une fois de m'avoir accordé cet entretien. Et je vous remercie aussi, I very much enjoyed our conversation. So did I. Thank you very much. Au revoir. Au revoir. Si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez attribuer une note et suivre Nouveau Paradigme sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube, ou bien vous pouvez simplement le partager à vos amis et vos proches. Le bouche à oreille aide toujours. Enfin, vous pouvez financer le podcast en vous rendant sur ma page Patreon ou Tipeee. Et quel que soit le soutien que vous m'apportez, merci. C'est vraiment grâce à vous que mon travail peut continuer à exister et se pérenniser.